Bonjour à toutes, bonjour à tous et courage pour cette semaine de galère. Et de la galère, on va en parler, de l'image du son, de la galère reconductible sur fond de blocage routier. Mélenchon qui revisite l'histoire et cette même histoire qui revient au Bundestag 72 ans après. On parlera du coup de pompe des marcheurs vers le Sénat. Le gouvernement qui reconnaît, c'était il y a quelques minutes que c'est un échec. Et puis Trump, un genou à terre devant les sportifs américains, de l'image extraordinaire. Et puis cette phrase, ce son of the beach du président américain au monde du sport US. L'équipe de ce lundi, c'est monsieur Thomas Guénolé. Bonjour Thomas, politologue insoumis, auteur du Petit Guide du mensonge en politique. Olivier Simolière, bonjour. Bonjour. Conseiller en communication, fondateur du blog des communicants. Anne-Claire Ruel, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Fondatrice du blog, du board, c'est pas un blog, board bien évidemment. Et puis surtout blog également à suivre. Et enseignante en communication à Paris 13. Et Jean Massier, bonjour. Youtubeur et fondateur de la chaîne Acropolis. Alors on commence par ce qui est malheureusement notre actualité, votre actualité, la galère depuis hier et c'est loin d'être terminé. La galère en images et en son, c'est parti. L'objectif déjà c'est de mobiliser au-delà des routiers en expliquant par la pédagogie aux salariés que cette loi est néfaste pour l'ensemble des salariés de toute profession. Les ordonnances vont permettre à chaque entreprise d'établir un code du travail par entreprise. Les congés pour événements familiaux pourront disparaître de l'entreprise. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ces ordonnances risquent d'avoir des implications sur leur vie tous les jours. Voilà la galère pour le quotidien, pour votre quotidien et de l'image pour le gouvernement parce que c'est le premier vrai conflit qui risque de toucher les Français, je ne vais pas dire dans leur porte-monnaie, mais dans leur quotidien et ça, c'est pas une évidence à gérer. En fait, les manifestations n'y suffiront pas si le but est d'arrêter la réforme. Parce que depuis quelques années, depuis en gros une quinzaine d'années, quand il y a des manifestations, on a vu ça avec les réformes sous Nicolas Sarkozy et François Fillon, quand il y a des manifestations, y compris si ce sont des grosses manifestations, ça ne suffit pas, le gouvernement peut parfaitement décider, je continue ma réforme, après tout, le rapport de force reste en ma faveur. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Voilà. Ce qui peut en revanche faire plier un gouvernement, et c'est systématique, c'est la multiplication des grèves de blocage de l'économie, en particulier les routes, les raffineries, le rail. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister, cette tentative de stratégie. Je rappelle qu'historiquement, c'est ce qui s'est passé en 1919 et ça a donné la journée de 8 heures, c'est ce qui s'est passé en 1936 et ça a donné les congés payés, etc., etc. Ou même mai 68, ça a donné les accords de Grenelle et mai 68, c'est aussi une grande grève générale, etc., etc. Ou 1995 qui a mis un coup d'arrêt au plan Juppé. Donc c'est cohérent d'avoir cette stratégie-là. Et ceux qui sont déjà en train de dire « Ah, c'est pas gentil pour les usagers », ça défend les droits de tout le monde. Donc certes, c'est embêtant, mais ça en vaut la peine. Et deux, le principe même de grève, c'est de nuire au fonctionnement de l'économie du pays, puisque ça permet un rapport de force. C'est la logique... Une grève sans nuisance, c'est votre thèse, ça ne sert à rien. C'est la logique de la légitime défense. Il ne faut pas être violent, mais si vous êtes en état de légitime défense, vous pouvez l'être. Là, il ne s'agit pas de violence, il s'agit de grève de blocage, parce qu'ils sont en état de légitime défense. Et pour celles et ceux que l'on voit en voiture, en état de légitime, j'ai envie d'aller bosser, ça se passe comment? Est-ce que vous pensez, cher Olivier, qu'ils vont supporter longtemps si ces mouvements continuent? Ah non, moi, je pense que... il y a effectivement la frange radicale qui a envie de continuer de rêver et puis de faire du bruit avec ses casseroles, selon le fameux mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon. Et puis il y a tous ceux qui ont envie que le pays soit réformé parce que, et si Macron a été porté au pouvoir, je crois que c'était dans cette optique-là. Alors, même s'il y a un procès en illégitimité qui lui est fait continuellement, notamment par France Insoumise, mais c'est dans l'idée que la France s'inscrive enfin dans le concert économique mondial. Et ça passe par des réformes. Fatalement, il y a des avantages qui vont être perdus par certains. Maintenant, je ne pense pas qu'on soit en état de légitime défense. Il n'y a pas d'agression, en tout cas côté... Socialement aussi.
Ça, écoutez, moi, j'ai pas l'impression d'être précarisé. Pourtant, je fais pas partie du 1% des plus riches, donc. Vous faites partie des 10%, mais je connais pas votre niveau de revenu. Même pas donc des 10%. Je me permettrai pas de juger. Même pas. Non. Je vais être très clair. Je suis même non imposable cette année, donc voilà. Vous devriez manifester avec nous. Eh ben non, parce que j'essaie de raisonner un peu plus globalement et de voir que la France a sa carte à jouer dans le monde. On l'a vu justement en politique étrangère, et je crois qu'au niveau économique, elle a une carte aussi à jouer. Alors, si nous revenons sur une image comme ça. L'image et non pas le fond politique, bien évidemment, et ce jugement peut-être d'une part des Français au fait que le gouvernement gère bien ou mal ce qui se passe en ce moment sur nos routes. Ça, je ne sais pas si le gouvernement gère bien ou mal. Ce que je sais, c'est que on voit l'échec aussi d'une partie de la stratégie de la France insoumise qui, pendant tout l'été, on s'attendait à avoir une rentrée sociale extrêmement difficile, d'énormes manifestations monstres à Paris. C'est pas ce qu'on a vu. On a vu une belle mobilisation. Jean-Luc Mélenchon confirmé dans son propre rôle de premier opposant, mais on voit bien que ça ne suffira pas, comme l'a expliqué Thomas Guénolé, à faire reculer le gouvernement. D'où la deuxième stratégie qui est en train de se mettre en place, et c'est celle qu'a expliqué Thomas Guénolé, c'est celle des petits conflits les uns après les autres. Donc aujourd'hui les routiers, demain vous allez voir, ce sera probablement d'autres corps de métier qui vont rentrer dans cette logique de grève contre le gouvernement. Est-ce que ça suffira à faire plier le gouvernement ? On verra à ce moment-là. Mais c'est une forme de guérilla syndicale, c'est ça ? Oui, parce que la première stratégie, celle de la masse, n'a pas fonctionné. Oui, c'est exactement ça. C'est une forme de guérilla quotidienne où on essaie d'allumer des petits feux. Pour reprendre, on a eu les mots de Trump, mais les mots de Ruffin, c'était des sujets à la con, il faut le dire, périphérique. C'est le mot qu'il emploie. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que finalement, ça n'a pas fonctionné parce que tout le monde manifeste de manière un peu désordonnée. Les routiers d'un côté, la CGT de l'autre, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Jean-Luc Mélenchon a transformé ce qui était une forme de mouvement social, justement, en mouvement politique. C'est pour ça que les autres corps intermédiaires ne peuvent pas se rallier à ce mouvement, parce qu'ils ont un moment d'arrêt en se disant, sinon, c'est effectivement rallier la cause des insoumis. Est-ce que c'est souhaitable ou pas ? Vous pensez qu'il a cannibalisé la contestation sociale d'une certaine façon, oui. C'est la modèle un peu d'un Podemos, c'est-à-dire qu'on fait d'un mouvement social un mouvement politique. Et c'est ça qui change en ce moment la donne. Alors, il y a le fond quand même de ce dossier, vite, et l'image aussi. Vous allez écouter justement la ministre. Pour elle, il n'y a pas de problème. La table des négociations est ouverte. Donc, pourquoi les blocages d'aujourd'hui ? C'est tout de suite. Ma collègue Elisabeth Borne, ministre des Transports, a commencé à recevoir les syndicats, va les recevoir dans les jours qui viennent, car il y a des spécificités dans ce domaine, et il faut effectivement tenir compte des spécificités de ce domaine. C'est un secteur qui est en profonde mutation, et sur lequel il faut avoir une vue d'ensemble. Donc les ordonnances ne sont qu'un petit sujet parmi de grands sujets. Les ordonnances sont un petit sujet parmi de grands sujets. Effectivement, elles seront totalement validées quand elles seront passées devant les assemblées. Quoi penser de ce qui se passe en ce moment sur les routes ou plus ou moins sur les stations-service ? Vous qui cherchez toujours du carburant, écoutez. But à ce type de mouvement. Ça n'est pas en bloquant l'économie du pays et en empêchant l'économie de tourner qu'on défend le mieux sa cause. Alors, la priorité du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'économie puisse tourner, que les gens puissent travailler. Ce gouvernement a toujours été dans le dialogue depuis le début, depuis le premier jour. Et donc nous continuerons à être dans le dialogue, mais nous continuerons aussi à être fermes sur le respect de la loi. Voilà, le gouvernement proche, on l'a bien compris, de ceux qui veulent travailler, contrairement aux grévistes qui, veulent bloquer. Je voudrais simplement, rappeler que, historiquement, en fait, c'est comme ça que ça marche pour obtenir des nouvelles conquêtes sociales ou le recul de réformes antisociales. Je reviens à 1936. On nous a appris, la plupart d'entre nous à l'école, que le Front populaire gagne les élections et c'est pour ça qu'on a eu les congés payés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, et c'est ce que vous citiez tout à l'heure, la multiplication de grèves dans un certain nombre d'usines, ici et là, un peu partout en France, et puis ça a commencé à faire boule de neige, et puis ça a commencé à carrément faire tache d'huile, et puis dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, le patronat a été disposé à négocier et à lâcher massivement des conquêtes sociales qui étaient attendues depuis des décennies. Donc c'est quelque chose de tout à fait habituel dans l'histoire sociale de la France. Et donc dire, ce n'est pas en bloquant ce que vient de dire à l'instant l'un des responsables d'En Marche, dire ce n'est pas en faisant des grèves de blocage de l'économie qu'on fait avancer les choses.
historiquement, c'est faux. Historiquement, ce sont des grèves de blocage mais il y a le présent. Le présent, c'est les images que l'on voit aujourd'hui. Même si, il faut quand même bien l'avouer ce matin, les blocages ne sont pas à la hauteur de ce que l'on a pu connaître par le passé. Ça démarre à peine, il faut être patient. À sortir de ce mais à chaque fois, ça démarre. Voilà, ça démarre. Non, mais à chaque fois, ça démarre. C'est-à-dire que vous avez 15 000 personnes aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, ça démarre. Vous avez la CGT avant, il y avait 10 000 personnes, ça démarre aussi. Là, il y a des blocages, ils sont moins nombreux, ça démarre. Mais non, 1920, 1936, 1968, 1945. Thomas, 2017. Oui, je l'entends bien. Je crois que le passé existe. Thomas, faut arrêter avec l'histoire. Effectivement, 1936. Pas que, parce qu'on va y revenir, c'est important. Moi, je veux bien, sur certains aspects, mais sur l'économie, 1936, on était dans un tout autre contexte. La France pouvait fonctionner presque quasiment sur elle-même. Aujourd'hui, on est dans un monde global qui nécessite quand même qu'on remette à plat certaines choses. Je dis pas tout mettre à la benne dans les acquis sociaux et dans la protection sociale. On voit très bien qu'en Europe, il y a des pays qui fonctionnent comme la Suède, comme la Norvège, où la protection sociale est bonne et ils ont des économies performantes. C'est ça le projet du gouvernement aujourd'hui. C'est d'inscrire la France, de la sortir de ce côté électron libre. Moi, je ne fais pas comme les autres. Moi, en 1936, moi, en 1871. Là, il faut sortir de ça. La France, elle est dans le monde aujourd'hui. Je ne sais pas, on nous sort toujours un paradis et pourtant, je ne vois pas d'immigration massive vers la Suède. Si on fait référence à l'histoire, la 5e semaine de congé payé, comment on l'a acquis cette semaine ? Par ordonnance, en fait. Il y a des progrès sociaux qui par des victoires électorales, je suis d'accord. Ils sont arrivés aussi, d'une certaine façon, c'est juste pour contrebalancer, parce qu'effectivement, on se rejoint sur ça. Mais on peut aussi avancer par la négociation, on sait aussi avancer par la co-construction. On a vu aussi des conquêtes sociales et des nouveautés, des innovations et des adaptations assez intelligentes qui sont aussi arrivées par la négociation. Ça fait moins de bruit, ça clash moins que le rapport de force. Et comment on sort alors ? Vous voulez négocier avec qui exactement ? Il n'y a pas de volonté de négocier en face. Vous avez entendu Benjamin Griveaux, vous avez entendu la ministre du Travail. Ça n'est pas vrai. Les ordonnances sont déjà signées. Emmanuel Macron a dit et répété qu'il ne lâcherait rien, etc. etc. Donc alors on en sort comment ? Par le rapport de force. Parce que là, c'est un rapport de force. On est bien placé ici pour le savoir. C'est un rapport de com aussi et d'image. Comment on en sort ? Il y en a un des deux qui va lâcher. Ça va faire plaisir à Anne-Claire. C'est la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Au commencement des temps, il y avait deux hommes. On ne savait pas qui allait être le maître et qui allait être l'esclave. Ils se sont battus. Et celui qui a gagné, c'était pas le plus fort, c'est celui qui n'a rien lâché. Et qui est le maître et qui est l'esclave aujourd'hui alors ? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. En tout cas, quand je vois un des ministres du gouvernement parler de blocage de l'économie alors qu'on est au tout début d'un mouvement, je pense que c'est une erreur de communication. Oui. Là, les mots sont lâchés dès maintenant. On parle de blocage de l'économie. Non, il aurait fallu, si j'avais été au gouvernement, il aurait fallu commencer par temporiser en disant on verra bien, on est dans le début, on commence à danser, on voit un peu comment se... Attendre le résultat en cette fin de journée, peut-être la mobilisation syndicale. L'économie est bloquée. En tout cas, l'économie n'est pas bloquée, mais parler de blocage de l'économie, je trouve que le mot est très très fort, trop fort pour l'instant. Et à mon avis, ça va donner du fuel, c'est le cas de le dire, aux grévistes. Alors certainement pas aux automobilistes parce que là aussi les stations sont vides et là aussi en termes d'image c'est important. Peut-être que pour celles et ceux qui nous regardent et qui n'ont pratiquement plus rien dans le réservoir ou qui voient des files d'attente interminables aux stations-service, parce qu'il y a aussi l'effet d'annonce et l'effet d'image, c'est peut-être ça aussi l'économie qui se bloque. Je suis pas sûr qu'ils en veuillent pour l'instant Emmanuel Macron les automobilistes. Je pense que dans un premier temps ils en veulent aux grévistes, c'est assez classique dans ce genre de situation-là. Si par contre ça pourrit dans le temps, là ils commenceront à se retourner vers le gouvernement. Pour l'instant... c'est plutôt, ils nous emmerdent, ces grévistes. Et n'oublions pas que ce genre de mouvement, n'oublions pas l'image que ce genre de mouvement renvoie à l'étranger, parce que la France est quand même très couverte, surtout que depuis que Macron a été élu. La France n'a jamais été autant regardée par les autres pays. Et ça, typiquement, ce genre d'image, c'est « Ah bah ça y est, les Français recommencent dans leurs bonnes vieilles habitudes de Gaulois, ils font rien comme les autres ». Alors on verra justement l'image qu'ont les autres de la France peut-être, mais de l'étranger, puisqu'on parlera de l'Allemagne dans quelques minutes. Et en termes d'image, là aussi, ça se pose là. On en parlait, puisque c'est un peu le spectre aujourd'hui, en image et en communication. Le difficile week-end pour le patron de la France insoumise. Échec d'une mobilisation, quand même, sortie plus que douteuse, qui provoque réaction, colère et indignation, et puis un résultat nul au Sénat. Et au milieu de tout ça, le leader de la France insoumise qui annonce la création en janvier de son organe de propagande ou de presse qui s'appellera tout simplement le Média. Allez, résumé en images, c'est parti. À une inexactitude historique s'ajoute l'amalgame politique, une polémique née de cette phrase. Monsieur le Président, il vous reste à consulter l'histoire de France pour apprendre que c'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. Point d'orgue d'une joute verbale entre la place de la République et New York. Cette phrase est la réponse du leader de la France insoumise à Emmanuel Macron lorsqu'il déclare mardi dans une interview à CNN que la démocratie, ce n'est pas la rue. Provocation,
ou dérapage de la part de Jean-Luc Mélenchon, la condamnation est immédiate. D'abord sur Twitter, où l'ancien Premier ministre Manuel Valls parle de références historiques hasardeuses. Le porte-parole des députés de La République En Marche estime, lui, que Jean-Luc Mélenchon singe la famille Le Pen. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, évoque cette phrase qu'elle juge écœurante. Comme une grande majorité de Français, j'ai été choquée, j'ai été indignée qu'on puisse mettre sur le même plan les nazis, des démocrates, des républicains. Ce parallèle entre les nazis et le gouvernement est une faute morale pour le porte-parole du gouvernement. C'est une faute politique de mettre sur le même niveau ceux qui ont fait tomber les nazis, et la rue y a contribué, évidemment, mais aussi Alain Juppé ou Emmanuel Macron. Je pense que c'est une faute grave. Une indignation qui s'élargit jusqu'à la sphère syndicale. Le numéro 1 de Force ouvrière se dit choqué. Le régime nazi, c'est pas la rue qui l'a mis en cause, qui l'a abattu. Ce sont les Alliés, ce sont les Américains, ce sont les Russes à une époque. Si on connaît un peu son histoire, c'est même la rue qui a amené le nazisme d'une certaine manière. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit. Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon se défend. Je n'ai jamais comparé le gouvernement actuel aux nazis, cela va de soi. Il y réitère son parallèle historique en modifiant discrètement le mot « abattu les nazis » par le mot « chassé ». Et il dénonce une polémique pour détourner l'attention sur la mobilisation contre la réforme du Code du travail. Son billet s'intitule « La marche du peuple et la diversion ». Voilà, réaction, il le bout sur ce plateau pendant le sujet, le politologue insoumis, monsieur Thomas Guénolé. Déjà une chose, Madame Pénicaud a été citée, disant c'est scandaleux de mettre dans le même sac les nazis et le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je mets au défi Madame Pénicaud ou qui que ce soit d'En Marche de nous donner une citation dans laquelle Jean-Luc Mélenchon expliquerait que les nazis et le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est la même chose. Je la mets au défi, ou monsieur Castaner, c'est... Tout à l'heure, Madame Pénicaud, cet amalgame est insupportable. Castaner, cet amalgame est insupportable. L'amalgame, ça consiste à faire un lien d'équivalence. Je les mets au défi de trouver une citation de Jean-Luc Mélenchon qui dise que c'est la même chose. C'est pas à vous que je vais Premier dire qu'on fait de la communication. Mais quand la communication n'est pas honnête, il faut le dire. Ensuite, sur la question de est-ce que la rue a battu les nazis ou pas. La rue n'a pas battu les nazis toute seule, c'est évident. Il y a eu des armées gigantesques qui se sont battues, on est bien d'accord. Mais je vous ai apporté ceci. Donc voilà, je ne sais pas si on le voit à l'écran, c'est un appel signé par un certain nombre d'organisations résistantes à la population de Paris pour continuer, je dis bien continuer, l'insurrection populaire qui a déjà commencé pour chasser l'armée allemande de Paris. Ça s'est passé à Paris, ça s'est passé dans un certain nombre de grandes villes, et donc oui, effectivement, il y a eu des insurrections populaires, des insurrections de rue pour chasser l'armée allemande avant l'arrivée des grandes armées destinées à battre les Allemands. Et je voudrais dire que ceux qui minimisent ça, moi je ne sais pas si j'aurais eu le courage à l'époque de prendre des armes contre la Wehrmacht avant l'arrivée des armées américaines, France Libre ou autres. Alors, nous ne sommes pas un tribunal, la parole était quand même à la défense. Voilà, je voudrais qu'on ouvre peut-être un peu le débat, parce qu'il y a cette phrase, mais il n'y a pas un peu de panique chez Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'il a en ce moment? Moi j'ai l'impression, excuse-moi Anne-Claire, j'ai vraiment l'impression que Jean-Luc Mélenchon est resté bloqué sur le 7 mai 2017. Il a perdu, il s'en remet pas. Il a fait un tweet il n'y a pas longtemps où on le créditait 37% dans les sondages. Pour lui, c'était quasiment un score électoral. Et depuis, il se crisme, il se braque et il appelle au coup d'État, il dénonce le coup d'État social. Il parle de cyclone qui va débouler dans la rue. Il appelle à taper sur les casseroles et empêcher de dormir ceux qui tuent les rêves. Enfin, on est dans le grand n'importe quoi. Moi, je suis désolé. La rue, effectivement, elle a le droit de s'exprimer. Je suis le premier, alors vraiment le premier à être pour la démocratie, mais il y a un moment, le respect de l'autre aussi, ça existe. Est-ce qu'on peut voir, Anne-Claire, justement, la stratégie de com de Jean-Luc Mélenchon? Regardez ce qui se passe. On est en train de débattre sur nazi, pas nazi, la mémoire historique et la compréhension de ce qui s'est passé et la réutilisation dans le débat actuel. En fait, on parle pas du fond, on parle pas de ce qui s'est dit, on va juste tomber dans ce piège du commentaire par rapport à ça. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon est très intelligent, et je pense que lorsqu'il évoque ce mot nazi, et pas très loin d'Emmanuel Macron, d'Alain Juppé, il sait très très bien, dans le système justement médiatique qui est le nôtre, que cette phrase-là va être reprise et va faire tache d'huile par la suite. C'est-à-dire qu'on évite quoi? De parler qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le rassemblement parisien? Ce qui permet de jouer sur une logique de conflictualité, c'est-à-dire à la fois une double opposition à Emmanuel Macron qui lui aussi convoque l'histoire régulièrement dans ses discours. Donc voilà, qui est maître justement de cette histoire historique. Et puis c'est aussi une logique pour effectivement
faire en sorte qu'on apparaisse un peu comme une forme de... Oui, allez, je lance le mot, tant pis Thomas, une forme de victime aussi du système. Regardez, on manipule mes propos. C'est bien pour ça qu'au mois de janvier, il veut lancer cet homme que vous voyez là, avec l'écharpe tricolore, le média, son média. Non, en fait, non. Comment ça, c'est Pardon, faux? mais non, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il va lancer sa chaîne de propagande qui s'appellera Le Média. En fait, vous avez mélangé, mais beaucoup de gens font la confusion. Il va lancer Le Média qui sera une chaîne de propagande. Vous préférez dans ce sens-là? Non, mais vous mélangez en fait deux projets différents. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui va faire évoluer sa chaîne YouTube pour en faire, et ils le disent explicitement comme ça, une chaîne de propagande Jean-Luc Mélenchon, sa vie, son œuvre. C'est un projet. Et puis il y a un autre projet qui est la création d'un nouveau média indépendant qui va s'appeler Le Média et qui n'est pas une émanation de la France Insoumise. Et qui sera dirigé par fabriqué par Sophia Chikirou, Gérard Miller et un certain nombre d'autres personnes. Et alors, je ne peux pas à ce stade, parce qu'à ma connaissance, ça n'a pas encore été diffusé, vous donner la liste complète des signataires du manifeste éditorial de ce média. Mais en réalité, ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que les sensibilités, les univers professionnels, etc., qui sont porteurs de ce manifeste, c'est beaucoup plus large que la seule France Insoumise. Le nom de Natacha Polony a déjà fuité dans les médias. Alors, elle sera en discussion. Je vais me répéter, je ne peux pas à ce stade vous donner ni le contenu. Vous savez quoi? On demandera à Natacha, qui fait partie de l'équipe de LCI, si effectivement elle rejoint ce média ou pas. Revenons sur Jean-Luc Mélenchon et la stratégie de communication. Qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est quand même en train de réussir son pari. Il est en train de devenir le premier opposant à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne trouble pas son image par ses sorties comme celle de ce week-end? Au contraire, il la renforce auprès de son propre électorat. Il est en train de faire carton plein auprès des mécontents. Il a réussi. Alors, c'est pas entièrement de son œuvre, mais Marine Le Pen est totalement effondrée dans l'opinion. Ça ne marche pas, le Front National. Rappelez-vous, il y a un an, on parlait encore front contre front. On était encore là-dedans. Et là, on a quoi? On a Jean-Luc Mélenchon qui est en train de gagner sa stature de premier opposant. Mais il ne trouble trouble pas Macron. son image par ses sorties intempestives. Ça a toujours été l'image de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur porte-parole de la France Insoumise? Peut-être pas pour la France Insoumise, je n'en sais rien. Effectivement, il y a une stratégie de la tension qui ne plaît pas à tout le monde. Mais sur sa base, ça fait un carton plein. Et il réussit. Et la base suffira justement à en faire le deuxième homme d'un prochain scrutin? En début de quinquennat, oui. En fin de quinquennat, il va falloir qu'il s'ouvre, mais ça, on le commentera dans les années qui viennent. Oui, il essaie de conforter sa propre base, je pense. Et puis, les dernières sorties, justement, on veut essayer de convaincre les fâchés, mais pas les fachos. C'est aussi étendre vers tous les mécontents, effectivement, rallier à lui... voilà, plus largement, mais je pense que tout ceci est très calculé. Il a bien digéré le score au sénatorial? Je vais vous le dire comme je le pense. Vous ne l'avez pas eu au téléphone? Non, je pense qu'il s'en fout. Ah bon? Ouais, je pense qu'il s'en fout. Et quand on veut être le premier opposant, non, mais c'est bien d'avoir un groupe à peu près fédéré et qui bouge à l'Assemblée. Ça n'engage que moi, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il s'en fout. Et si c'est le cas, je pense qu'il a raison, parce qu'en effet, à part pour les révisions constitutionnelles, le Sénat ne sert strictement à rien, et j'ajoute que ça nous coûte une blinde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Thomas Guénolé. La relative défaite de la France Insoumise au sénatorial, il la partage avec La République En Marche. La République En Marche, elle aussi, n'a pas gagné les sénatoriales, loin de là. Alors après, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? C'est un deuxième débat. Mais en tout cas, la soirée d'hier soir électorale était d'une nullité au sens de match nul. Il n'y a rien de plus qui ressemble au Sénat ce lundi matin que le Sénat précédent. Rien n'a changé dimanche soir. Voilà le teasing pour un sujet à suivre dans quelques minutes. Mais avant, je voudrais qu'on revienne, puisqu'on parlait des extrêmes et on parlait d'une période difficile et douloureuse de notre histoire, sur ce réveil. Tout aussi difficile, d'ailleurs en Allemagne, à l'image de la presse. Regardez, la presse allemande ce matin, la une des quotidiens, un goût amer. Douloureux Roland du passé, l'extrême droite de retour au Bundestag, une première depuis 1945. Et puis la une, justement, la rue, là aussi, du moins une partie de cette rue qui se demande ce qui s'est passé. L'Allemagne divisée en images et en sons cette nuit et ce matin. Ça donne ça. AfD 13%. Chers amis, c'est une journée historique pour notre parti. Nous l'avons fait. Nous avons réussi à rentrer au Parlement. Nous allons changer ce pays. Maintenant que nous sommes apparemment le troisième parti le plus fort,
nous les chasserons. Nous chasserons Madame Merkel ou quiconque et nous reprendrons notre pays et notre peuple. Je me réjouis de notre victoire, mais ne tournons pas autour du pot. Nous aurions espéré un meilleur résultat. N'oublions pas non plus que nous venons de vivre une période législative très compliquée. C'est pourquoi je suis relativement satisfaite que nous ayons atteint nos objectifs de campagne. Et l'avenir risque effectivement d'être très compliqué. Réaction de Thomas Guénolé, justement, pendant qu'on parlait, j'ai mal pour eux. Oui, j'ai mal pour eux, pour la population allemande, parce que ce pays a eu l'immense mérite de regarder son bilan des années 30 et 40 bien en face, de le purger au niveau d'une sorte de rééducation morale et politique, en mode plus jamais ça. Et là, l'extrême droite revient au Parlement. Il me semble qu'il serait peut-être temps d'arrêter de raconter n'importe quoi sur les vertus formidables du modèle allemand quand on se retrouve avec des résultats électoraux pareils. Ce que je veux dire par là, c'est que manifestement, la méthode de la grande coalition, on est tous ensemble sur un projet économique qui est le seul possible, qui est le seul raisonnable, et il n'y a pas d'alternative, et c'est super, on vous jure que c'est super, eh bien ça provoque un taux de pauvreté qui est très largement supérieur à celui de la France, et dans les phénomènes électoraux que ça donne entre autres la gauche altersystème du côté de Die Linke, etc., qui continue à s'installer dans le paysage, et de l'autre côté, ça donne une flambée spectaculaire de l'extrême droite dans un pays où pourtant ça devrait ne pas se produire. L'AfD est arrivée au pouvoir en Allemagne, pas tant sur le constat économique, même, elle est rentrée au Bundestag. Pardonnez-moi, c'est pas un lapsus. Même si vous avez entendu les propos de son patron qui pense changer l'Allemagne de Merkel, c'est même si les Länder qui ont voté majoritairement extrême droite sont les Länder de l'Allemagne de l'Est essentiellement, où là on a vraiment les plus extrêmes, c'est aussi sur l'accueil des immigrés venant de Libye, de Syrie, etc., qui a coûté cher à Merkel. Et ça, en termes d'image, effectivement, beaucoup d'Allemands lui en ont voulu, et je pense que le résultat qu'elle récolte hier soir est en partie Vous voyez en illustration, pendant que nous parlons, quelques sorties justement du patron du vice-président de l'AfD. Vous allez voir un peu à quoi l'Allemagne va être confrontée. C'est un choc européen, c'est un choc pour l'Allemagne ? Oui, c'est un choc parce que c'est terrible en termes de symbolique. L'extrême droite revient en Allemagne. Cette phrase fait très peur, encore qu'il faut la tempérer. C'est une entrée au Parlement, on verra comment ça va se passer. On a vu, nous aussi, le Front National à une époque, on avait un système électoral assez similaire avec un proportionnel. Le Front National était parlementaire. Le Front National qui était beaucoup plus haut dans les années 80, etc. Mais on verra si ça s'inscrit dans la durée. La deuxième leçon de ce scrutin, c'est le maintien d'Angela Merkel. Angela Merkel qui continue cette espèce de stabilité extraordinaire, y compris en Europe. Quatrième mandat, Merkel n'a pas subi la vague qui a pris Nicolas Sarkozy, qui a pris Berlusconi. C'est assez impressionnant. Merkel se maintient à la tête du pays le plus fort d'Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer aussi en tant que phénomène politique. Petit tweet de félicitations de Marine Le Pen hier après le résultat de ces élections. Est-ce que quelqu'un peut me dire autour de cette table, est-ce qu'il y a une différence entre l'extrême droite française et l'extrême droite allemande ? Ah oui, il y a une grosse différence. L'extrême droite allemande, elle, a joué carrément la diabolisation et ils l'assument complètement. Ils sont homophobes, ils sont anti-étrangers. Là où Marine Le Pen a tenté, elle, justement, une dédiabolisation qui ne lui a pas franchement réussi d'ailleurs. Elle s'écartait beaucoup des discours de son père. Donc il y a une grande différence. Après, tactiquement, politiquement, ils essaient quand même malgré tout de converger parce qu'au Parlement européen, il s'agit de constituer des groupes. Et justement, pour le Parlement européen, si on regarde l'échelle européenne, c'est effectivement une assez mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, qui regardait ces élections avec attention, parce qu'évidemment, ça veut dire quelque chose pour lui. Il voulait justement refonder un peu ce couple franco-allemand, et là, en l'état actuel des choses, on voit bien que Angela Merkel va être confrontée à essayer de trouver un gouvernement stable qui va lui prendre un petit peu de temps, je pense. Donc ça va encore retarder. Ça veut dire qu'elle sera moins enclin, justement, à faire des concessions à la France.
que la France ne lui en demande plus des concessions, c'est aussi ça qui a changé. On se souvient en 2012 d'un François Hollande qui est élu avec le sincère espoir qu'Angela Merkel ne sera pas réélue quelques mois plus tard en Allemagne. Et c'est pour ça qu'il promettait à l'époque la renégociation des traités, etc. Il s'est trompé sur ce pari-là, il n'a pas réussi, et le quinquennat d'Hollande s'est cassé les dents sur cette réélection d'Angela Merkel. Là, ce qui a changé, c'est qu'on a Emmanuel Macron, président de la République française, qui lui n'a pas l'intention de renégocier les traités et qui n'a pas l'intention de rentrer dans un rapport de force avec Angela Merkel, même s'il place ses pions, mais ce qui est assez normal dans les relations entre la France et l'Allemagne. Donc c'est aussi ça qui a changé, c'est que la France n'est plus dans une position, en tout cas n'a plus l'espoir de renégocier avec Angela Merkel, en tout cas d'établir avec elle un rapport de force. Est-ce que ça veut dire qu'aux yeux des partenaires européens, en termes d'image, là aussi, l'Allemagne ou le visage de l'Allemagne a changé depuis cette nuit ? Quand vous avez l'extrême droite qui revient au Parlement dans un pays qu'en plus est l'Allemagne, c'est évident que ça n'a plus le même plus visage. Que quand l'extrême droite obtient presque une dizaine de députés en France. Oui, c'est différent. C'est pas le même système électoral en Allemagne. Il y a une dose de proportionnelle plus importante, d'où le nombre d'ailleurs, je crois c'est aux alentours de 90 députés. On va pas se mentir. Après, mais l'extrême droite n'est pas qu'un problème allemand. Là, on le voit parce qu'il y a effectivement l'élection en Allemagne, mais prenez même les pays d'Europe du Nord où pourtant la crise est moindre. En Suède, vous avez 10% pour l'extrême droite. En Finlande, vous avez aussi un parti très fort qui pèse pour 15% et qui cherche même à faire des coalitions. Alors, je ne parle même pas de la Hongrie et des pays de l'Est parce que là, on tombe dans des phénomènes, ou la Pologne, où là, on est carrément dans la radicalisation la plus extrême. Malheureusement, on est effectivement, on a un clivage qui se traduit par ces populismes de cet ancien monde à vieux fond chrétien face au nouveau monde qui est en train d'émerger. Et l'Allemagne, par son histoire, était encore un rempart en Europe ? Justement, l'Allemagne, par son histoire, vous en parliez, était encore un rempart face à l'extrême droite. Enfin, une extrême droite qui prendrait une part de pouvoir. Je ne sais pas, mais en tout cas, évidemment que c'est aussi la disparition des gens qui ont connu cette époque qui fait que finalement, il y a une forme d'amnésie. Et c'est ça qui... oui, mais pas dans la jeunesse allemande. Il faut regarder, en fait, le résultat. On regardera le détail de qui a voté pour quoi. Mais j'ai l'impression que quand même qu'il y a une forme d'une forme d'amnésie et voilà, un renouvellement du populisme. Et je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, c'est assez inquiétant. Oui. C'est vrai que l'Allemagne... Pardon. Juste très brièvement, je suis d'accord avec ça parce qu'il y a, en France, on constate que sur les tranches générationnelles de vote, la catégorie d'électeurs qui votent le moins pour l'extrême droite en France, ce sont les vieux. Donc ce serait raccord avec ce que vous venez de dire. Ce qui est vrai, c'est que l'Allemagne, c'est le symbole de l'Europe. L'Allemagne, par son histoire récente, par l'effondrement du fascisme, par la séparation avec le bloc communiste, par la réunification, tout ce que l'Allemagne symbolise. Le peuple européen, dans ses espoirs les plus fabuleux, c'est la génération de la chute du mur de Berlin, c'est ça l'Allemagne, dans l'esprit de tout le monde. Donc quand l'extrême droite arrive au Parlement en Allemagne, ça symbolise ce mouvement de fond qu'on connaît en Europe depuis longtemps, qui est la montée de l'extrême droite. Donc c'est vrai que l'Allemagne est arrivée aujourd'hui, malheureusement, touchée par la même vague que tous les autres pays européens, c'est à connaître une extrême droite forte et qui s'installe durablement dans le paysage. Et puis pour paraphraser Kissinger, c'était l'Europe, quel numéro de téléphone ? Précédemment, c'était plutôt l'Allemagne. Et là, voilà, on se pose aussi quelques questions par rapport à ça. À suivre justement ce que va faire Angela Merkel et la difficulté de composer un gouvernement. Des résultats prévisibles, là aussi, c'était cette nuit. Le jeu de balancier, les premières sanctions, tout ça avec des points d'interrogation électorale contre l'exécutif. Le coup de frein, en tout cas, aux marcheurs du président. On voit quelques questions qu'on va se poser quand même rapidement ce matin, après le résultat des sénatoriales. Mais vous allez voir et vous allez l'entendre, bien souvent en politique, il y a des vainqueurs et ceux qui n'ont pas perdu. Ce scrutin ne reflète pas exactement la sensibilité des Français par rapport à la politique du gouvernement. Parce que d'abord, les grands électeurs sont des électeurs prédestinés politiquement. Ils appartiennent pour la plupart dans les grands centres urbains et dans les grandes villes à des appareils politiques. Les grands électeurs sont des maires, des conseillers municipaux qui vivent dans la population. Et on sent bien que la lune de miel entre Emmanuel Macron et puis les Français est terminée. C'est la voix des territoires qui s'est exprimée. Ils ont clairement affiché leur volonté de voir exister un contre-pouvoir parlementaire indispensable à mes yeux au fonctionnement équilibré de la démocratie. Il y aura quand même un Sénat d'opposition différente, mais d'opposition à Macron. On parlait de la longévité d'Angela Merkel, mais enfin, Gérard Larcher, c'est pas mal non plus. Alors, donc, tout le monde a gagné.
bien évidemment. Donc on va en parler rapidement, surtout pour le parti du président, enfin un parti qui n'existe pas encore d'ailleurs. Mais en tout cas, ce matin, quelque chose d'important est arrivé en termes de com', en termes d'image, reconnaître une défaite et savoir le faire. Écoutez Christophe Castaner. Un échec, oui, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il y avait 29 sénateurs République En Marche. Il y en a 28 aujourd'hui. Mais un échec attendu. Ceux qui ont voté sont ceux qui ont été élus en 2014, en 2015, à un moment où la République En Marche n'existait pas. Ils représentent les anciens partis et les anciens partis ont voté pour les candidats des anciens partis. Il a raison, dit Thomas Guénolé sur ce plateau pendant le Sonore. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Christophe Castaner. Simplement, comme les grands électeurs sont en fait les élus des diverses collectivités territoriales, etc. En fait, c'est une conséquence de l'état électoral du pays il y a quelques années, et donc avant qu'En Marche existe. Et donc dire que c'est une défaite d'En Marche, alors que c'est un effet décalé dans le temps d'une situation politique qui est antérieure à la création d'En Marche, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc échec d'En Marche, je ne suis pas d'accord. Par ailleurs, à part pour les révisions constitutionnelles, parce que là, il faut la majorité de Assemblée plus Sénat au 3/5e, vous me voyez venir. Déjà ce qu'il va dire. Voilà. À part pour ça, parce qu'il faut Assemblée plus Sénat 3/5e pour faire des révisions constitutionnelles, à part ça, la couleur politique du Sénat, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout ? Parce que, en réalité, en termes de rapport de force politique, le Sénat ne sert à rien pour tous les autres sujets. Pourquoi ? Parce qu'en cas de désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, constitutionnellement, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc si en cas de désaccord, c'est toujours l'autre qui a le dernier mot, c'est la définition même de quelque chose qui ne sert à rien. Ce qui est amusant dans le Et je rappelle que ça coûte une blinde. Ce qui est intéressant dans ce qu'on a entendu, c'est Christophe Castaner qui dit oui, effectivement, c'est un échec et il joue vraiment sur un député. Oui, un sénateur, pardon. On a perdu un sénateur. C'est un échec. Il y a aussi un jeu quand même. Non, mais sur l'utilité du Sénat, on pourrait avoir un débat à rallonge. Si effectivement on considère la politique comme uniquement une arène de rapport de force, le Sénat ne sert pas à grand-chose. Heureusement, le Sénat peut parfois avoir une utilité, notamment avec des sénateurs très peu connus qui peuvent faire rentrer des mesures, faire rentrer des méthodes nouvelles. Mais est-ce que ça suffit à refaire, pardonnez-moi l'expression, la cerise des Républicains tout court après cette victoire ou d'une partie du PS en termes d'image ou non dans l'opinion publique? Encore une fois, ce qui s'est passé hier au Sénat, c'est rien du tout. Rien ne s'est passé au Sénat hier. Incroyable. On a le Sénat d'avant-hier. Hier soir, il n'y avait absolument rien, alors que d'ordinaire, lorsqu'il y a des élections, que ce soit législatives ou présidentielles, ça discute quand même beaucoup sur les réseaux. Là, c'était calme plat, vraiment niveau zéro. Tout le monde s'en fout, parce que les sénateurs... Ça parle pas aux gens, contrairement à Larcher qui fait un discours de président de la République. Bon, il sait qu'il pourra continuer à se faire de bons gueuletons au Sénat. Tant mieux, il a sauvé ses avantages, mais ça ne sert à rien et ça parle à personne surtout. Le Sénat, c'est l'image d'un vieux truc tout poussiéreux et qui... Alors ça va gêner le président Macron quand même qui voulait justement se séparer ou du moins le changer. Là-dessus. Et ça coûte une blinde. Parce que la France est faite, enfin la 5e République est faite de telle manière, on ne peut pas changer le Sénat sans que le Sénat soit d'accord pour être changé. Oui, mais le président Macron dans sa réforme voulait effectivement changer le Sénat. Donc là, il y a un petit blocage. Oui, il peut le faire par référendum. D'accord. Oui, par référendum, c'est possible, effectivement. Et puis rentrer dans la 6e République, tant souhaité par Jean-Luc Mélenchon, qui sera largement débattu dans le média de Jean-Luc Mélenchon. Mais effectivement, je pense qu'il a encore confondu les deux projets. Vous faites exprès, en fait. Oui. Et je pense qu'Emmanuel Macron, voilà. Encore une fois, je pense qu'il a regardé plus les élections allemandes que ce qui se passait au Sénat très largement. Alors, on est d'accord, le Sénat, les résultats... Vous dites, voilà, donc on va passer 4 voix sur 4, ce n'est pas un sondage, c'est juste voilà, une vision de ce que pourrait être la France. On va parler à un autre sujet d'ailleurs, tiens, pour finir cette médiasphère. On le savait, vous le savez, le président Trump est un dur à cuire après avoir annoncé qu'il allait détruire la Corée du Nord. Ben voilà que le président américain déclare la guerre au monde du sport, à commencer par le roi du sport aux États-Unis, le football américain. Début des hostilités, c'était ce week-end. Comme à son habitude, Trump a fait dans la formule choc, n'hésitant pas à traiter, je cite, certains joueurs de son of the beach. Le pourquoi de tout cela, eh bien le voilà. Des sportifs, genoux à terre durant l'hymne américain. Depuis plusieurs jours, ces images se multiplient aux États-Unis. Un geste symbolique pour dénoncer le racisme et les violences policières contre les Noirs. Pas vraiment au goût de Donald Trump, le président américain demande aux responsables sportifs de prendre des sanctions. Ne seriez-vous pas ravi d'entendre un de ses propriétaires, quand quelqu'un manque de respect au drapeau, dire « Foutez-moi ce fils de pute en dehors du terrain tout de suite, il est viré ».
En solidarité avec les joueurs de baseball et de football américains, le basketteur Stephen Curry refuse de se rendre à la Maison-Blanche. La tradition veut pourtant que le club gagnant la NBA soit reçu par le président. Je ne voulais pas être applaudi pour des succès sur le terrain, pas par un mec qui me caresserait dans le sens du poil, mais qui, je pense, à côté de ça, ne respecte pas la majorité des Américains de ce pays. Sans tarder, Donald Trump retire son invitation. Une réaction très critiquée outre-Atlantique par des sportifs, mais aussi par des artistes comme Stevie Wonder, qui s'agenouille à son tour. La polémique ne fait donc que commencer. Et on est bien d'accord, on parle de Donald Trump, président des États-Unis. Oui, c'est ça. Toujours pas Ouais, je crois qu'on ne s'habituera jamais. Au-delà de ça, je crois que c'est intéressant de regarder son slogan sous un nouvel œil. Peut-être un œil qu'on vous avez déjà aussi montré cette vision-là, mais on n'a peut-être pas voulu la voir parce qu'on s'est un peu laissé capter par le côté Trump, exubérant, etc. Et le regarder avec distance, en se disant que c'est pas possible. Voilà. Mais Make America Great Again, vous avez Toni Morrison, qui est prix Nobel, une écrivaine plutôt reconnue et qui travaille sur la mémoire du peuple noir, qui disait qu'effectivement c'était aussi d'une certaine façon Make America White Again. Et elle disait ça il y a déjà plus d'1 an sur cette idée de suprématie et américaine et revenir un peu aux WASP originaux. Et si on se détache du côté très exubérant de Donald Trump, c'est peut-être aussi une lecture de ce qui se passe actuellement et qui est intéressante peut-être à creuser, à développer. Est-ce que ça c'est pas derrière l'épiphénomène et les tweets et le côté un peu choc des images. Je me souviens des phrases chocs quand même du président américain après la tuerie de Charlottesville. Exactement. C'est vrai qu'on s'émeut de l'arrivée de l'extrême droite au Bundestag. L'extrême droite aux États-Unis, elle est à la Maison Blanche. Et ça, on le constate jour après jour, l'effondrement moral d'un pays aussi magnifique que celui des États-Unis, qui pourtant a tant de belles leçons à donner sur la question du vivre ensemble, sur la question du respect des minorités et des droits civils pour tous. C'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer dans le mauvais sens du terme. On voit véritablement une Amérique qui décroche. On l'a vu sur l'accord de Paris, on l'a vu sur la scène internationale aux Nations Unies en cette rentrée. Et là, on continue à avoir ce spectacle affligeant d'un chef d'État qui en fait représente de moins en moins bien l'Amérique contemporaine. Et c'est ça qui est terrible. Alors, il représente une partie de l'Amérique, parce que l'Amérique, là aussi, elle est clivée. Il y a l'Amérique qui s'en sort encore bien. Mais elle le sera visiblement de plus en plus après le mandat de Trump. Ça dépend du point de vue où on se place. Si vous placez du point de vue de l'Américain moyen, qui est du Middle West, Trump, ça lui parle, ce type de discours. Il est complètement là-dedans. Parler des rednecks, ou... Et ça n'a rien de nouveau. Hein. Les États-Unis, il y a toujours eu ce courant extrême droite suprémaciste blanc. Affiché à ce point, il y a toujours eu ? Oui, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà des incohérences très fortes. Il y avait une branche du parti nazi qui existait aux États-Unis, qui était financée. Et ça s'est passé un peu de temps quand même. Mais il y a toujours une élite politique de droite américaine. Il y a toujours une ligne très très dure. Alors surtout les États du Sud et du Centre des États-Unis, contrairement aux côtes, qui elles, effectivement, captent essentiellement la valeur ajoutée économique. Il y avait aussi les Grands Lacs, mais les Grands Lacs, c'était l'industrie automobile. Donc là, ce que vous voulez me dire, c'est dans ce que l'on vient d'entendre dans les propos de Donald Trump face à ses joueurs, il est en campagne quelque part électorale. Il passe à ses électeurs. Il n'a jamais changé, il n'a pas arrêté sa campagne électorale d'une certaine façon. J'ai l'impression sur les plateaux télé ou les analyses en France, on a tendance à oublier systématiquement une chose, c'est que tout le paysage politique des États-Unis est beaucoup plus à droite qu'en France. Et donc, quand on fonctionne avec nos catégories mentales françaises, on passe complètement, à mon avis, à côté de la situation. C'est-à-dire que Donald Trump n'est pas si anormal que ça pour la vie politique américaine. Je rappelle que Barack Obama, qu'on considère en France comme un super progressiste, le mec cool, si seulement on avait une gauche comme ça, il y a beaucoup de gens qui le pensent en France. Certains ont dit même modèle du président Macron. Barack Obama, il est pour la peine de mort. Par exemple. Autre exemple, c'est une position banale quand vous êtes un élu de droite aux États-Unis, c'est une position banale d'être contre l'IVG. La liberté d'expression s'étend aux néo-nazis aux États-Unis, etc., etc. Et donc, c'est inscrit dans la Constitution. Et Bernie Sanders, on considère comme des sectes aussi. Et Bernie Sanders est considéré dans le paysage politique comme quelqu'un de gauche radicale. Ses positions les plus radicales, ça consiste à être pour la gratuité de la fac et pour l'apparition d'un congé maternité aux États-Unis, ce qui pour nous, c'est pas particulièrement des positions de gauche radicale. Et donc ceci pour rappeler simplement, Donald Trump n'est pas si anormal que ça dans le paysage américain. C'est inhabituel que ce courant gagne
la présidentielle, ça je suis d'accord, mais encore une fois, tout le paysage politique américain est plus à droite, et donc ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est juste l'aile droite de la droite. Si je vous entends, quand le président américain prend ses propos et traite un certain nombre de joueurs, ce que vous voyez d'ailleurs derrière nous pour l'instant, vous voyez effectivement le président américain de fils de pute, ça veut dire tout simplement qu'il est dans sa logique partagée par un grand nombre. Il parle à sa base. Américains. Mais ce qui change tout de même, c'est quand même cette mobilisation des sportifs. C'est-à-dire non, c'est normal ça. Normal. De cette ampleur-là, c'est rare. Le football américain est quand même le sport aux États-Unis. De cette ampleur-là, avec extension après aux Jeux Olympiques, il y a eu des athlètes noirs américains qui ont brandi le poing, et c'était exactement avec les Black Panthers, c'était exactement la même chose. Il y a toujours eu ce combat et qui était latent. Aujourd'hui, Trump dit tout haut ce que beaucoup d'Américains pensent tout bas, et en plus, il le dit avec des mots très fleuris, pour ne pas dire insultants, dégradants. Mais voilà, ça c'est le style Trump. On est habitué. Il qualifie tout le monde d'un petit nom. Je sais pas si on est vraiment habitué. J'ai l'impression qu'on défend une Amérique raciste fondamentalement. Je défends pas une Amérique raciste, loin de là. Mais que vous la dépeignez et pas que vous la défendez. Et je suis désolé, il y a quand même un très grand nombre d'Américains qui est profondément choqué par les assassinats de Noirs américains par la police blanche. Enfin, je ne dis pas que c'est un courant majoritaire, mais si vous je reviens à Charlottesville. Enfin, on est encore dans cette même logique. On est complètement... Il y a quand même eu une femme qui a trouvé la mort, il y a quand même eu des armes qui ont été sorties, des gens qui se sont tirés dessus, et souvenez-vous des propos du président. Mais regardez les problèmes de la police américaine aussi, où vous avez quand même une majorité des victimes qui sont noires, et ça c'est pas nouveau non plus. Sauf qu'aujourd'hui, le clivage est exprimé de manière beaucoup plus acerbe. Est assumé, si je vous entends, du côté de la Maison-Blanche. Merci beaucoup à tous les quatre, vous entendez, c'est le générique. Bon courage si vous êtes sur la route, bon courage si vous allez chercher de l'essence en cette journée. Et puis on se retrouve demain à la même heure. Bonne semaine.